7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Koffler. Fabrice Leggeri, bonjour. Bonjour. Leggeri ou Leggeri ? Leggeri. Leggeri. Vous êtes ancien directeur exécutif de l'agence européenne Frontex et désormais candidat aux européennes sur la liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans cette campagne et pourquoi avoir choisi le Rassemblement national ? Eh bien, après une carrière de haut fonctionnaire, d'abord en France, au ministère de l'Intérieur, également un petit peu au ministère de la Défense, un petit peu au ministère des Affaires étrangères, et puis surtout après avoir dirigé Frontex pendant 7 ans et demi. Frontex, donc, c'est l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Il m'est apparu assez clairement que si on voulait vraiment agir, il fallait s'engager en politique. C'est-à-dire que quand on est fonctionnaire, haut fonctionnaire, et c'est bien normal, on applique des instructions, et plus on monte en responsabilité, plus on occupe des fonctions sensibles, plus on reçoit finalement des instructions politiques détaillées, avec en tout cas une ligne à suivre. Donc je me suis rendu compte, j'étais d'abord en désaccord avec la ligne de la Commission européenne, et en particulier donc de la commissaire européenne Johansson, mais de façon générale contre la ligne von der Leyen, qui était en réalité l'ouverture des frontières européennes à tous les flux migratoires, et en particulier aussi, ce que je trouvais très choquant, des flux migratoires illégaux. Et donc, l'intuition que j'avais que pour agir, à partir d'un certain moment, il fallait s'engager en politique, cette intuition a été confirmée. J'ai réfléchi avant de décider si oui ou non je voulais faire de la politique, m'engager en politique. Et lorsque j'ai décidé de m'engager en politique, pour moi, il était clair que le Rassemblement national et Jordan Bardella pour les élections européennes était en fait la seule voie crédible, parce que je souhaite agir dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la France. Je souhaite pouvoir contribuer à remettre d'une certaine manière l'Europe sur la bonne voie, une Europe qui protège les intérêts des Européens et donc des Français. Et Jordan Bardella et le Rassemblement national sont la seule alternative crédible, capable en 2027 de gouverner la France avec Marine Le Pen. Donc voilà la raison de mon choix. Alors pardonnez-moi. Est-ce que ce parcours était un peu prédestiné ? Est-ce que vous étiez appelé un jour à arriver au RN ? Est-ce que dans votre famille, il y a un courant de pensée. En gros, d'où venez-vous, Fabrice Leggeri ? D'où parlez-vous ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que j'avais une prédestination, en tout cas, à un jour arriver au Rassemblement national. Mais voilà, moi j'ai grandi en Alsace, je suis né en Alsace, j'ai grandi, je dirais, dans une famille de français moyen, je dirais à peu près... Que faisaient vos parents, si mon père était électricien, ma mère était comptable, donc je dois beaucoup au travail. J'ai appris le sens du travail, le sens du mérite, y compris du mérite à la fois par des concours. Je suis entré à l'ENA, je suis entré également à l'École normale supérieure. Donc une formation plutôt littéraire, ensuite plutôt sciences politiques. Et puis un sens du service public qui m'a amené à l'ENA. Je dirais que mes parents étaient des personnes ayant une vision normale de la société. Enfin, je veux dire, même si à l'époque la question ne se posait pas. Pas d'engagement politique. Loin du wokisme. Voilà. Et en tout cas, j'ai été à la fois à un moment à l'école publique, mais aussi dans l'enseignement privé catholique. Et en tout cas, je crois avoir profité du meilleur de tout cela. En tant que directeur de Frontex, vous vous êtes senti en quelque sorte démuni face à la politique migratoire européenne. Que pourrez-vous faire de plus en tant que député européen ? Alors en tant que député européen, et particulièrement s'il y a un maximum possible de députés Rassemblement national le 9 juin,
nous allons pouvoir peser tout d'abord sur la constitution de la Commission européenne. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, le 9 juin, il y a les élections européennes. Et ces élections européennes se tiennent en France, mais aussi dans tous les pays européens. On voit dans les intentions de vote dans beaucoup de pays européens, donc non seulement en France, mais dans beaucoup de pays européens, des partis politiques, des groupements politiques qui défendent des orientations proches du Rassemblement national sont donnés très haut dans les intentions de vote. Donc ce qu'il faut, c'est non seulement que les Français votent le 9 juin pour le Rassemblement national, la liste de Jordan Bardella, mais nous tablons aussi sur des alliés nombreux, en tout cas, qui voudront mettre un barrage à la Commission européenne de von der Leyen, c'est-à-dire s'opposer à une deuxième présidence von der Leyen de la Commission. Et puis, ce qui est également très important, c'est d'éviter des nominations que j'appellerais toxiques de commissaires européens, en particulier sur des postes sensibles comme l'immigration, le contrôle des frontières, la sécurité. Mais il y a aussi d'autres préoccupations qui pèsent sur la vie des Français dans le domaine des politiques environnementales. Donc nous disons non au pacte vert de l'écologie punitive, nous disons non à tout ce qui fait augmenter les factures d'électricité des Français de manière absurde et qui vient de Bruxelles. Et de manière générale, nous sommes contre toute cette fuite en avant fédéraliste, super fédéraliste, puisque le rapport Verhofstadt, dont on ne parle pas encore beaucoup en France, mais qui est soutenu et vraiment appelé de ses voeux par la Macronie, ce rapport Verhofstadt préconise de supprimer l'unanimité dans des domaines aussi sensibles que la politique étrangère. Et nous pensons que la diplomatie, nous pensons que la défense et les questions militaires relèvent de la souveraineté nationale et ne peuvent pas être décidées à la majorité qualifiée, ce qui effacerait la voix de la France. Donc voilà toutes les raisons qui font que nous devons utiliser nos sièges au Parlement européen après le 9 juin pour faire des coalitions de vote avec des alliés venant d'autres pays européens pour bloquer les nominations toxiques à la Commission européenne et puis ensuite, pendant les 5 années du mandat au Parlement européen, être dans un rôle de vigilance démocratique pour contrôler les institutions de l'Union européenne, vérifier qu'elles ne dépassent pas leurs compétences, mais également peser sur la définition de nouvelles réglementations européennes qui sont d'ores et déjà sur la table. Par exemple, sur le pacte vert, il faut savoir qu'il y a dans les tiroirs à peu près 160 réglementations, dont une centaine sont encore à examiner. Et puis, bien entendu, il y a les questions migratoires, qui sont marquées par l'adoption, il y a quelques jours, la semaine dernière, du pacte asile-migration, que nous considérons comme un scandale démocratique. Pardonnez-moi de vous couper, mais j'aimerais bien qu'on revienne justement sur votre propre parcours, parce que vous venez de parler des questions migratoires. Vous avez été à la tête de Frontex donc, pendant 7 ans. Est-ce que vous pourriez déjà nous dire comment on arrive à la tête de Frontex et qu'est-ce qu'on y fait finalement? Et pourquoi vous, Fabrice Leggeri, vous êtes peut-être déçu parce que par l'action que vous avez menée, qu'on ne vous a pas laissé mener peut-être, au point de basculer dans la politique? Qu'est-ce qui fait que le patron de Frontex, en fait, finit en politique? Alors, c'est péguiste comme question, mais bon, le rôle de Frontex, donc le rôle de l'agence... Mais vous, surtout, comment vous y êtes arrivé? Alors, moi, comment je suis arrivé? Alors, c'était en 2014. J'étais... si vous voulez, j'avais dans mon expérience professionnelle, après la sortie de l'ENA en 1996, j'ai rejoint le ministère de l'Intérieur. Sur des postes qui étaient, je dirais, en lien avec la création de l'espace Schengen de libre circulation qui était tout nouveau à l'époque. Et à l'époque, la France, mais aussi les autres États fondateurs,
tenait à ce que la frontière extérieure de cet espace de libre circulation européen fonctionne correctement. Donc contre l'immigration illégale, contre des menaces telles que la criminalité internationale, éventuellement des menaces terroristes. Et c'est en réalité cela, l'objectif de cet espace Schengen. Et l'agence Frontex a été créée en 2004-2005 pour aider les États membres de l'Union européenne à contrôler correctement les frontières extérieures de l'Union européenne. Et la compréhension que j'avais du mandat, et en tout cas tout ce que j'ai fait durant mon action comme directeur de Frontex, c'était d'aider les États qui restent souverains, aider les États à contrôler les frontières extérieures. Et finalement, il y avait toujours des détracteurs, parfois certains journalistes, la gauche, l'extrême gauche, les ONG pro-migrants, qui me disaient « Ah, vous créez la forteresse Europe ». Et moi, je leur disais « Non, pas du tout. Je contribue à faire en sorte que la libre circulation à l'intérieur de l'Europe soit possible. Mais si les frontières extérieures ne fonctionnent pas, c'est le chaos et ça ne fonctionnera pas. » Donc il y avait, en tout cas en moi, une expérience de mes premiers postes. J'ai passé également 3 ans comme ce qu'on appelait expert national dans les services de la Commission européenne, à une époque où la Commission avait besoin de l'expertise nationale. Donc moi, je suis allé apporter l'expertise sur comment est-ce qu'on peut renforcer les contrôles aux frontières extérieures. À l'époque, la Commission européenne, c'était entre 2000 et 2003, ne connaissait pas grand-chose dans ces matières et laissait les experts nationaux travailler, je dirais, correctement. En 2014, donc, quand le poste de directeur de Frontex était vacant, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. J'avais toujours cette motivation d'aider à contrôler les frontières extérieures. Les autorités françaises de l'époque m'ont soutenu. C'était Bernard Cazeneuve à l'époque, vous voyez, donc c'était un ministre de l'Intérieur socialiste, mais qui, sur certains sujets, me disait il faut contrôler les frontières extérieures, sinon ça ne marchera pas. Cette Union européenne et cet espace Schengen, ça ne marchera pas. Et même, il me disait parfois, vous savez, si on peut renvoyer davantage d'étrangers en situation irrégulière, c'est quand même pas mal. Cazeneuve disait ça? Oui. En 2014. Et donc, que l'a-t-il dit publiquement? Donc moi, en tout cas, je me suis retrouvé à être dans ce qu'on appelle la shortlist. Donc il y avait 60 candidats issus un peu de tous les pays européens. Et puis par des procédures d'élimination progressive, par des examens écrits, des oraux, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelle la shortlist. Et finalement, j'ai été élu par le conseil d'administration. Et donc le conseil d'administration de l'agence se comporte 28 voix, 26 voix appartiennent aux États et 2 voix appartiennent à la Commission européenne. Donc il y a eu d'une certaine manière une campagne électorale. Alors bon, c'était auprès des États. Je suis allé rencontrer les responsables de tous les États qui votaient au conseil d'administration. J'ai écouté également leurs attentes. Leurs attentes étaient, dans l'énorme majorité des cas, d'avoir un contrôle efficace des frontières extérieures contre l'immigration illégale, contre des formes d'insécurité, d'avoir aussi une coopération avec l'agence Europol de coopération policière. Donc tout ça pour lutter contre toute forme de criminalité aux frontières extérieures. Je dirais que globalement, pendant mon premier mandat de 5 ans, je n'ai pas ressenti de difficultés. Et vous vous souvenez sans doute qu'il y avait cette grande crise migratoire en 2016, 2015-2016, avec 1,2 million d'entrées de personnes irrégulières dans l'Union européenne. Et je dirais que les attentes politiques des États
Et à ce moment-là, la Commission européenne, en tout cas le commissaire européen Avramopoulos, qui était un Grec, savait très bien qu'il fallait contrôler l'immigration irrégulière. Donc ils ont augmenté les moyens de l'agence. Les moyens de l'agence ont été multipliés par 3 entre 2016 et 2020. Et les moyens budgétaires ont été considérablement augmentés aussi. Il y a eu ensuite en 2018-2019 une deuxième réforme qui a été encore voulue par la commission présidée par Jean-Claude Juncker, donc avant Madame von der Leyen. Et là, ça a été vraiment un changement de nature qui était la création d'un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes portant uniforme et armes à feu. Donc clairement, avec des vrais pouvoirs de police. Sous l'autorité des États où ils sont déployés, parce que ce sont les autorités nationales qui gardent le commandement et la souveraineté, mais effectivement, il n'y avait plus aucun doute sur le fait qu'on ne voulait pas faire une espèce de super ONG humanitaire faisant entrer les migrants, mais on voulait quelque chose qui ressemble, dans son apparence, mais aussi dans ses prérogatives, qui ressemble à un corps de police des frontières. Et avec la nouvelle commission von der Leyen qui est arrivée à l'automne 2019, la commissaire européenne Johansson qui se dit social-démocrate, mais qui en fait est plutôt extrême gauche, qui m'a dit « Mais à quoi ça vous sert ces uniformes, ces armes à feu? On n'en a pas besoin. Le corps européen est là, les gardes-frontières sont là pour accueillir les migrants. Que ça vous plaise ou non, nous sommes un continent vieillissant. Et donc, vous devez accueillir les migrants, c'est ça votre rôle. » Donc là, comment s'appelait cette dame? Johansson, Johansson. Et à partir de ce moment-là, pour moi, j'ai bien compris que le système allait se déchaîner contre moi pour m'empêcher de faire ce qui était attendu de moi. Et les ONG, évidemment, ont senti que c'était le moment. Et donc, parce que j'ai voulu contrôler les frontières contre l'immigration illégale, contre la submersion migratoire, on m'a fait un procès en sorcellerie et il y a eu quand même instrumentalisation politique de diverses enquêtes diligentées par l'Union européenne, alors même qu'il y avait eu des accusations de refoulement, de ce que les ONG appellent des pushbacks en mer Égée. Alors, tout ça, c'était aussi des fausses images fournies par les gardes-côtes turcs, utilisées par des journalistes soi-disant d'investigation, très proches des ONG, y compris de jeunes journalistes ayant reçu une bourse de Soros, de la fondation Open Society. Donc tout ça, ça vous montre un petit peu qui sont les protagonistes de tout ça. Bon, je me suis retrouvé à devoir en 2022 démissionner parce que le gouvernement français m'a dit, vous savez, ça va plus être possible. Il y a quand même trop de polémiques. Et puis c'est la présidence française de l'Union européenne et on m'a expliqué en haut lieu, les autorités françaises ne veulent pas se fâcher avec Madame von der Leyen ni avec Madame Johansson. Donc on ne sauvera pas le soldat Leggeri. Est-ce qu'on sauvera l'agence Frontex? Alors écoutez, je pense que aujourd'hui la question est quand même une question d'abord de transparence démocratique. Voilà une agence qui a été créée pour aider les États membres à contrôler les frontières extérieures. Voilà qu'aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, elle a été transformée en cheval de Troie des ONG. Vous avez ce qu'on appelle des moniteurs de droits fondamentaux, mais qui en fait ne sont pas du tout nommés par la hiérarchie de l'agence, qui sont indépendants, qui sont des représentants d'ONG en pratique, qui vont sur le terrain, qui se permettent, moi je l'ai expérimenté, de dénigrer le plan opérationnel de l'agence lorsqu'il consiste à contrôler les frontières, à empêcher les migrants de franchir illégalement. Et donc il y a des interférences qui font qu'aujourd'hui, cette agence, malheureusement, je pense, n'est plus utilisée pour contrôler les frontières et aider les États membres. Elle est plutôt en train de se développer comme un instrument de flicage des États membres
pour décourager le corps européen de faire son travail, en menaçant de scandales réputationnels, vous allez être accusé de pushback, de violation des droits fondamentaux. Ce qui est plus grave encore, c'est un peu comme en France, on nous accuse avec les violences policières à l'intérieur. Exactement, c'est exactement la même logique. Dès qu'un garde-frontière fait son travail, on l'accuse de violence vis-à-vis des migrants, de violation des droits fondamentaux. Et aujourd'hui, ces moniteurs de droits fondamentaux, qui sont en fait l'émanation d'ONG immigrationnistes au sein de Frontex, sont en train de dissuader, y compris les autorités nationales, les gardes-frontières nationaux, en leur disant attention, faites attention à ne pas être accusé de pushback, etc. En réalité, ce qui se passe, c'est que les ONG immigrationnistes, la Commission européenne de von der Leyen, veulent nous faire croire une fable. Elles veulent nous faire croire qu'il est illégal de contrôler les frontières. Or, et c'est même le droit européen des origines qui le dit, le droit de Schengen qui dit, les États de l'Union européenne ont l'obligation d'interdire les franchissements illégaux de la frontière extérieure de l'Union européenne. Alors ceux qui aujourd'hui me disent « Ah, mais vous avez trahi, vous avez mal tourné », il y en a dans la Macronie qui me disent « Oh là là, il a mal tourné ». Non, je suis resté fidèle à ma mission, fidèle à la mission de contrôler les frontières. On se retrouve dans un court instant, c'est l'heure du bulletin d'actualité, il est 9h. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Et nous reprenons notre vue de haut avec Fabrice Leggeri. Fabrice Leggeri, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise, vous a traité de criminel au cours d'un récent débat. Le sujet portait sur les naufragés en mer. D'abord, quel constat pouvez-vous faire sur ces naufrages, effectivement ? Quel a été le rôle de Frontex face à cela ? Et allez-vous, comme vous l'avez suggéré, porter plainte pour diffamation contre Manon Aubry ? Naturellement, il faut porter plainte contre des propos qui sont faux, qui sont de la diffamation. Je trouve extrêmement grave que des responsables politiques, ou en tout cas des candidats politiques, utilisent ce genre de langage. S'il y a des morts en Méditerranée, bien sûr, il faut le déplorer. Ce sont des tragédies. Mais la cause, c'est tout d'abord qu'il y a des trafics d'êtres humains qui exploitent la misère de migrants qui viennent de différents pays, mais qui, pour la plupart d'entre eux, traversent à un moment le Sahara, où il y a de nombreuses victimes, et traversent la Méditerranée, où il y a de nombreuses victimes. Mais ce que je dois dire, c'est que, alors que j'étais directeur de l'agence Frontex, entre 2015 et 2022, l'agence a contribué à sauver plus de 300 000 personnes en mer. La vraie question politique, enfin, il y en a plusieurs, mais la première question politique, c'est pourquoi est-ce que l'Union européenne ne cherche pas à rendre possible le débarquement de ces personnes rescapées vers les pays d'origine. Parce qu'en réalité, là encore, les ONG essaient de nous faire croire qu'on ne peut pas les débarquer dans les ports ou sur la côte où ils se sont embarqués. Or, le droit international de la mer dit que lorsqu'il y a un sauvetage maritime, on doit débarquer la personne au premier port sûr. Et port sûr, ça veut dire au sens de la navigation maritime. On ne va pas faire des centaines et des centaines de kilomètres avant d'aller débarquer les gens. Bon, ça c'est une question politique. Et puis, si j'en viens maintenant au pacte asile-migration, qui a été adopté la semaine dernière par le Parlement européen sans les voix du Rassemblement national. Madame von der Leyen a dit que c'était un pas historique dans la maîtrise des flux migratoires. Vous êtes content sûrement. Alors c'est un pas historique dans la submersion migratoire. Et puis surtout, j'ai noté aussi que Madame Johansson, la commissaire européenne, a dit que c'était une victoire pour les migrants. Moi, j'aurais aimé que ce soit une victoire pour les peuples européens. Mais en fait, c'est une victoire pour les migrants, ce qui dit bien quels sont les intérêts qu'elle sert avec les ONG immigrationnistes. En réalité, le pacte asile-migration ne va pas résoudre les tragédies en mer. Le Rassemblement national préconise que les personnes qui sont vraiment en besoin de protection internationale, donc les vrais réfugiés qui sont persécutés dans leur pays, puissent faire des demandes d'asile dans les consulats de pays européens
au plus proche de leur pays d'origine, pas dans leur pays d'origine, parce que s'ils sont persécutés, c'est un peu compliqué, mais en tout cas, hors du continent européen, le plus en amont possible. Ça éviterait 2 choses. Ça éviterait d'une part que ces personnes tombent entre les mains de criminels, et ça éviterait que ces personnes mettent leur vie en danger en mer. Donc, comment se fait-il que la Commission européenne de von der Leyen, comment se fait-il que la Macronie ne veuille pas regarder cette réalité et nous disent non, il faut que toutes ces personnes soient débarquées sur le continent européen et puis ensuite on fera le tri. Or on sait très bien qu'il n'est pas possible en pratique de pouvoir renvoyer massivement les déboutés du droit d'asile vers leur pays d'origine. Ne serait-ce que les faibles performances de la France, c'est une catastrophe. Moins de 10% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées. Donc la Macronie n'a absolument aucune raison d'être fière et on ne peut absolument pas croire que ce pacte asile-immigration fonctionnera. Le rôle de la CEDH est mis en cause également dans cette lutte contre l'immigration, notamment dans l'application des OQTF. Nicolas Bay, que nous recevions en début de semaine, nous disait vouloir que la France quitte la Cour européenne des droits de l'homme. Quel est votre avis là-dessus, Fabrice Leggeri ? Alors, Marine Le Pen proposera, lorsqu'elle sera élue présidente de la République, donc elle proposera un référendum. Et on voit d'ailleurs que c'est la seule voie, la voie préconisée par le Rassemblement national est la seule façon d'arriver à un référendum, puisque le Conseil constitutionnel vient très récemment de s'aborder la proposition qu'avaient faite les Républicains d'avoir un référendum d'initiative partagée. Voilà. Donc on voit bien que la seule solution, c'est d'avoir Marine Le Pen présidente de la République en 2027, qui soumettra à l'approbation, donc Marine Le Pen soumettra à l'approbation des Français par référendum la réappropriation souveraine du droit des frontières et de l'immigration. Comment vous jugez, pardonnez-moi, la proposition justement de LR de ce référendum d'initiative partagée pour au moins essayer d'endiguer un certain nombre de mesures liées à l'immigration ? Nous avions considéré que ce n'était pas le bon outil parce qu'il nous paraissait faible. Nous avions des doutes sur le fait que l'outil préconisé par les LR arrive à être déclenché. Malheureusement, on a bien vu que le Conseil constitutionnel l'a retoqué. Ça pouvait aller un tout petit peu dans le bon sens, donc nous n'aurions pas bloqué évidemment cette initiative, mais ça n'est pas suffisant parce que ce qu'il faut, c'est pouvoir reprendre le contrôle au niveau national, remettre dans notre Constitution, qui est la norme juridique suprême, un certain nombre de principes en matière de contrôle des frontières et de contrôle de l'immigration pour que les Français, le peuple français, puissent décider qui il a envie d'accueillir ou non sur son territoire. Mais justement, pardon encore, mais pensez-vous que les autorités supranationales comme la Commission européenne ou bien l'autorité des juges, donc cette espèce d'état de droit au sens du droit, comme la Cour européenne des droits de l'homme, laisseront faire ? Que faire pour retrouver en fait une forme de souveraineté réelle ? Si le peuple français, par référendum, valide la réappropriation de notre destin, notamment en matière migratoire, à ce moment-là, la République française souveraine peut notifier un certain nombre de choses à ces instances supranationales. Bien entendu, on va avoir des conflits de juges, des bras de fer juridiques et politiques. Et je crois que ce qui est important aussi, c'est que la France puisse montrer la voie à d'autres peuples européens qui sentent bien, et d'ailleurs les intentions de vote pour le 9 juin aux élections européennes le montrent bien, qu'un certain nombre de peuples européens sentent bien qu'il se passe, notamment dans le domaine migratoire et du contrôle des frontières, des choses qui ne vont pas dans le sens de ce qu'ils souhaitent. Et donc, plus il y aura de peuples européens qui prendront le même chemin, inspiré peut-être par l'exemple français, mieux ce sera pour remettre le continent européen sur la bonne voie afin de lutter contre cette submersion migratoire organisée.
Le Rassemblement national a organisé des états généraux de l'immigration il y a quelques semaines, au cours desquels l'ancien préfet Michel Auboin s'est prononcé en faveur d'un ministère de l'immigration. C'était aussi l'une des idées phares de la campagne d'Éric Zemmour. À quoi servirait un tel ministère? Est-ce que c'est réalisable? Il a déjà existé. Oui, c'est vrai, à oui, l'époque pardon. de Nicolas En effet, Sarkozy. oui. Donc on oublie la deuxième question. Non, mais c'est important quand même, parce Mais oui, qu'on c'est vrai, a c'est vu vrai. d'un certain point de vue que ça n'avait pas servi à grand-chose. Alors, je crois qu'en fait, un ministère de l'immigration, si vous voulez, les questions migratoires sont dans le portefeuille d'action de beaucoup de ministères. Je dirais que si on veut endiguer l'immigration illégale, il y a une dimension évidemment au ministère de l'Intérieur, donc là c'est par le contrôle des frontières, mais aussi un meilleur fonctionnement de l'espace Schengen, et Marine Le Pen proposera aussi, et le Rassemblement national est pour en fait enlever la libre circulation Schengen aux étrangers non européens, donc nous voulons réformer Schengen. Donc il y a tous ces dossiers qui sont dans l'escarcelle du ministère de l'Intérieur: contrôle des frontières, la sécurité, la lutte contre les trafiquants, l'éloignement des étrangers en situation irrégulière, donc les préfectures, les interpellations, les préfectures, prendre les obligations de quitter le territoire français et les faire exécuter. Donc tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais il y a quand même un élément important qui est le ministère des Affaires étrangères. Parce qu'il faut montrer de la détermination ferme vis-à-vis des pays d'origine et des pays de transit. Il faut qu'on soit quand même dans le donnant-donnant, en disant nous voulons bien coopérer et financer du co-développement, mais nous attendons à ce que les pays bénéficiaires de notre aide coopèrent pour reprendre leurs ressortissants lorsque nous voulons les éloigner, et nous pouvons aussi nous devrions pouvoir compter sur eux afin qu'ils dissuadent les départs de leur territoire. Car après tout, il n'y a rien de scandaleux à demander à un pays de protéger ses ressortissants contre les trafiquants d'êtres humains, contre le risque de mourir dans le Sahara, contre le risque de mourir en mer. Ça devrait même être l'intérêt de certains pays du Maghreb, parce qu'eux-mêmes sont déjà confrontés en fait à une forme de submersion migratoire venue d'Afrique noire. Absolument. Ça se passe au Maroc, ça se passe en Tunisie. Je pense qu'il faut, et à nos détracteurs, peut-être du côté de la Macronie ou de la gauche, qui nous disent « Ah, mais vous allez nous mettre en difficulté avec tous nos voisins », je ne crois pas. Je ne crois pas, parce que des pays du Maghreb aujourd'hui, pour ne donner que cet exemple, qui se retrouvent un petit peu, je dirais, en cul-de-sac. Après, il y a la Méditerranée, il y a l'Europe. Donc, s'ils arrêtent et dissuadent les départs, il faut que les pays européens aident ces pays du Maghreb et aident tous les pays sur les routes migratoires à raccompagner les étrangers, les migrants étrangers, dans leur pays d'origine. Donc en fait, il peut y avoir une forme de coopération donnant-donnant. Et moi, je voudrais aussi souligner le fait que c'est une espèce d'exploitation des talents de l'Afrique ou du Maghreb ou de pays en voie de développement. Lorsque on entend cyniquement la Macronie ou la gauche nous dire on va faire venir les meilleurs de tous ces pays-là. Mais ces pays-là, s'ils veulent se développer, ils ont besoin de garder leurs ingénieurs, leurs médecins, leurs spécialistes, leurs talents. Ben oui, et même pour lutter contre la corruption qui peut régner chez eux, il faut des élites qui se mettent à travailler. Alors, vous parliez des pays de départ, mais souvent ils ne veulent pas, comme l'Algérie par exemple, ne veut même pas reconnaître que ce sont ses ressortissants. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi avoir des partenariats avec des pays tiers, un peu comme le Royaume-Uni l'a fait avec le Rwanda, ou l'Australie le fait avec certains pays d'Asie du Sud-Est, où en gros, ils acceptent d'accueillir, en échange justement d'une aide au développement, les immigrés illégaux dont nous ne voulons pas. Lorsque j'étais directeur de Frontex en 2018, mais c'était avant la commission von der Leyen, j'avais visité à Niamey, au Niger, donc j'avais vu un programme expérimental qui était financé par l'Union européenne, qui consistait à transporter des migrants irréguliers de la Libye vers le Niger dans un premier temps, et à partir du Niger, de leur permettre d'être réacheminés et réintégrés dans leur pays d'origine. C'était pour l'essentiel des migrants de l'Afrique francophone, d'Afrique de l'Ouest.
J'ai pu parler à des migrants comme ça à Niamey qui ont vu de près la mort sur des bateaux en Méditerranée et qui étaient extrêmement reconnaissants à l'Union européenne de payer ce programme pour pouvoir rentrer chez eux. Donc je pense qu'il y a en réalité, il y a des blocages idéologiques parce que Bruxelles est dominée par les lobbies immigrationnistes, la Commission von der Leyen, les ONG immigrationnistes, la gauche, la Macronie, en réalité veulent faire venir tout ce monde-là, ne veulent en tout cas pas les empêcher de venir, et du coup, ça dissuade tout programme expérimental consistant à aider vraiment et massivement au retour vers les pays d'origine. Il nous reste une question, il nous reste 1 minute, Fabrice Leggeri. L'un des thèmes majeurs de cette campagne à droite, on l'a dit, c'est l'immigration. C'est un combat civilisationnel aussi. Comment définissez-vous la civilisation européenne, Fabrice Leggeri ? La civilisation européenne, elle est issue de l'Antiquité gréco-romaine et de ses racines chrétiennes. Je pense que c'est comme ça que le continent européen, que les nations européennes, les peuples d'Europe se sont développés au cours des siècles, je dirais dans les 2000 dernières années, peut-être un peu plus. Voilà, et donc ça veut dire qu'il y a une certaine manière de concevoir les rapports humains, les rapports entre l'homme et la femme, les rapports à la gouvernance, et également le libre arbitre peut-être, la responsabilité individuelle, toutes choses dont nous devons être fiers. Et l'Europe est riche à la fois de la diversité de ses peuples et de ses nations. Le Rassemblement national est pour la coopération de nations libres d'Europe. Et en même temps, nous faisons partie de cette grande famille de la civilisation européenne. Merci beaucoup Fabrice Leggeri. Je vous en prie.